Bonjour, bienvenue à ce numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Depuis le démarrage de ce programme, c'est la première fois que nous parlons de questions de santé. Et j'ai toujours pris l'habitude de vous dire que l'Entretien du dimanche est une émission qui reçoit tous les acteurs, quel que soit le plan sur lequel ils évoluent. Alors, nous avons décidé de parler de questions de santé parce que c'est une question récurrente et aussi parce qu'au cours de ce mois, on célèbre beaucoup la femme, notamment la fille. Et cette question de santé concerne surtout les femmes. Il s'agit de l'endométriose. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de cette maladie. On en parlera dans les détails aujourd'hui. Ces manifestations, son traitement, les espoirs que cela peut susciter chez les femmes. Est-ce que les hommes souffrent d'endométriose? Nous parlerons de toute cette question avec Madame Innocentia Aladabé. Elle est présidente d'une ONG, l'ONG Endo Espoir, créée il y a 6 mois officiellement, mais qui a déjà démarré ses activités depuis bientôt 1 an. Madame Innocentia Aladabé, bonjour. Bonjour, Duncan. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, ce mois de la femme, comment est-ce que vous le vivez? Vous le vivez très bien, j'espère. Très bien. D'accord. Et donc, avec vous, nous parlerons de l'endométriose. Peut-être que c'est la première fois que certains entendent ce nom. Il s'agit de quoi exactement, l'endométriose? Je tiens d'abord à vous dire merci pour cette opportunité que vous m'offrez de parler de cette maladie. Nous avons commencé le combat il y a quelques mois et aujourd'hui, on se retrouve, je dis on parce que je représente l'ONG Endo Espoir et on se retrouve sur votre plateau pour parler de cette maladie et apporter un tant soit peu et un peu d'éclaircissement à la population. C'est important pour nous parce que les questions de santé ne sont pas suffisamment abordées, donc nous en parlons avec vous. L'endométriose, justement, Madame Innocentia. L'endométriose, c'est une pathologie gynécologique qui touche particulièrement les femmes, c'est-à-dire une femme sur 10 souffre de cette maladie. Une femme sur 10? Une femme sur 10. Au Bénin ou dans le monde? Dans le monde entier souffre de cette maladie, mais avec l'évolution et les différentes découvertes que nous faisons aujourd'hui, je peux dire que le nombre a évolué parce que beaucoup d'autres femmes, grâce aux sensibilisations, à la communication que nous faisons autour de cette maladie, beaucoup ont commencé par s'extérioriser, je dirais, pour dire « Ah, j'ai tel symptôme ». Et lorsqu'elles vont à l'hôpital, la plupart ont diagnostiqué que c'est l'endométriose. Elles sont combien au Bénin à peu près à souffrir de ça? Je ne pourrais pas donner le chiffre exact parce que nous continuons par rapport au côté statistique de travailler pour pouvoir connaître réellement le nombre de femmes au Bénin qui en souffrent. Je peux juste dire qu'il y a beaucoup de femmes parce qu'il y a certaines qui se retrouvent face à la difficulté de concevoir. Et au finish, lorsqu'elles se retrouvent à l'hôpital, on découvre que c'est l'endométriose. Et là, c'est tout un processus pour pouvoir tomber enceinte et donner la joie qu'il faut à la famille. Oui, mais l'endométriose, jusque-là, vous avez dit que c'est une maladie, une pathologie. Vous avez préféré ce mot plutôt que de parler de maladie. Mais elle se manifeste exactement comment? Le premier symptôme de cette maladie, c'est la douleur. La douleur. La douleur. Mais toutes les femmes ont des douleurs. Non, toutes les femmes n'ont pas de douleurs, c'est la douleur. Je dis la douleur parce que les femmes qui souffrent des règles douloureuses, je ne dis pas qu'avoir les règles douloureuses, que c'est nécessairement avoir l'endométriose, mais la douleur des règles douloureuses est le premier symptôme qui pourrait pousser une femme à croire ou à penser ou à se diriger vers un centre de santé pour savoir si elle souffre de l'endométriose. Mis à part ça, il y a les troubles urinaires. Okay. Il y a l'infertilité, la nausée, les vomissements, la fatigue chronique. Parfois même il y a certaines, c'est la diarrhée lorsqu'elles ont les menstrues. Voilà. Il est important de préciser que la manifestation de cette maladie varie selon chaque corps parce que nous n'avons pas tous le même organisme. Oui. On peut retrouver des symptômes chez X et ne pas retrouver ces mêmes symptômes chez Y. Donc la maladie, c'est vrai, elle est complexe, mais chacun, avec son organisme, développe ce qu'il faut pour pouvoir savoir si c'est l'endométriose ou pas. Oui, mais les symptômes que vous venez d'énumérer là sont des symptômes propres à toutes les maladies. Quand vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous avez des douleurs, donc il faut forcément aller se faire consulter, c'est ça? C'est important de se faire consulter. Je l'avais dit en temps quand j'avais fait
lancement de l'ONG, c'est important à toute femme, à toute jeune fille, qu'elle se retrouve déjà dans le sillage de l'âge de puberté ou pas, d'aller au moins une fois vers un gynécologue spécialisé bien sûr, parce qu'il est important de préciser que tous les médecins ne maîtrisent pas encore cette maladie-là. Oui. Pour se faire consulter et voir s'il y a d'anomalies. S'il y a d'anomalies, le médecin gynécologue, il pourrait faire des analyses plus approfondies ou orienter cette patiente-là vers d'autres collègues qui pourront l'aider à savoir exactement de quoi il est question. Oui, mais c'est pas simple, je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous connaissez un peu la situation sociale de la plupart des Béninois. Les femmes, notamment les jeunes filles, n'ont pas le réflexe de pouvoir aller régulièrement se faire consulter. Il faut les moyens pour le faire, madame. Justement, c'est pour ça que nous sensibilisons la population. Nous faisons des descentes sur le terrain, leur parler de la maladie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut, comment on dit, tout ce qu'il faut mettre en exergue pour pouvoir avoir une bonne santé. Et la première chose à faire déjà, c'est d'aller dans un centre de santé pour se faire consulter. C'est vrai, vous allez dans certaines cliniques, soit l'échographie est à 10 000, 15 000, oui, ça dépend de chaque centre de santé, je dirais. Mais le mieux, je crois, c'est d'aller au centre public. Nous avons le CNHU qui est là. Il y a une prise en charge. Nous avons la Quand vous parlez de centre public, et notamment de CNHU, aujourd'hui, les gens ont peur d'aller au CNHU. Vous avez suivi l'actualité, vous avez vu un peu ce qui s'y passe. À la limite, les gens sont abandonnés. Donc non, c'est pour une consultation. Oui. C'est pour une consultation. Je crois que le coût au CNHU serait moindre par rapport aux cliniques privées. Parce que vous pouvez aller dans une clinique privée, on va vous dire que c'est à 15 000 francs. Mais l'intéressé qui n'a pas 15 000 francs et qui a 8 000 francs, je ne dis pas que c'est à 8 000 francs au CNHU, oui. Mais nécessairement au centre public, il y aura quand même, comment on dit, un amortissement par rapport au prix. Donc voilà. Mais en fait, l'endométriose est une maladie de riches. Je ne dirais pas ça. Mais oui, parce que d'abord, les questions de consultation, ensuite, les questions de prise en charge. Vous avez créé votre ONG, Madame Aladabé. Pourquoi l'avoir créée? C'est quoi les objectifs que vous poursuivez réellement? La création de cette ONG, c'est d'abord pour sauver des vies. Je dis sauver des vies parce que moi-même, je suis une victime de cette maladie-là. Et pendant plus de 10 ans, je suis restée dans mon coin, silencieuse, sans rien dire à qui que ce soit. Pendant 10 ans? Plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que personne ne comprenait en réalité ce que je vivais. Le quotidien est hyper douloureux. Impossible d'avoir une vie normale comme toute jeune femme. Vous allez à l'hôpital, vous êtes reçu en consultation et on vous dit, madame, il n'y a rien. On va même juste vous dire que c'est dans votre tête ou que vous exagérez. Parce que les gens ne connaissaient pas la maladie. Parce qu'on ne sait réellement, on ne détecte rien en fait. On ne sait de quoi il est question. Okay. Mais là, toi, tu es là, tu te plains de douleur et tu ne peux rien faire. Ou on te dit carrément, ben, elle n'a pas envie de faire par exemple la vaisselle, la lessive, elle n'a pas envie d'aller à l'école. Donc, on te colle tout en fait. Et là, quand tu te retrouves dans ce sillage-là, tu te rends compte que personne ne te comprend, personne ne marche sur le même tablier que toi. Tu es renfermé. Ça peut même conduire jusqu'à la dépression. Je ne vais pas le cacher. Je suis passée déjà à 2 dépressions. Ah bon? Et je me suis fait suivre par un psy. Et malgré les dépressions, vous ne vous êtes pas exprimé? Pas du tout. C'est pour ça que je dis qu'il m'a fallu plus de 10 ans pour pouvoir m'exprimer, me mettre à la face du monde, pour dire, ah, il y a telle maladie, et je suis sûre qu'il y a d'autres femmes qui en souffrent. Et ça a d'ailleurs payé parce que après le lancement de notre ONG, beaucoup de femmes se sont rapprochées vers nous, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Même des gens de l'extérieur nous ont appelés et ont cru que nous avons trouvé un remède par rapport à cette maladie. Je me rappelle, lorsque le monsieur m'a appelé du Canada, il me dit, bonjour madame, j'ai appris qu'il y a une ONG au Bénin maintenant de lutte contre l'endométriose. C'est pour savoir si vous avez trouvé le remède. Je dis non, on n'a pas trouvé le remède, mais il est quand même important de mettre une structure en place pour permettre aux femmes qu'elles ne sont pas seules face à cette lutte et qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des gens là qui sont là pour les écouter et les accompagner au besoin. Voilà. Donc depuis que vous avez lancé votre ONG, il y a un peu plus de 6 mois,
vous avez eu beaucoup de manifestations d'intérêt. Les femmes se sont rapprochées de vous au Bénin ou c'est seulement à l'extérieur? Non, il y a beaucoup de femmes qui se sont approchées de nous au Bénin et il y a même des patrons d'entreprises, des chefs d'ONG, je dirais, où nous allons vers eux pour leur porter le message, ce que nous appelons régulièrement des séances de sensibilisation. Donc, quand il y a des séances, nous faisons la communication un peu partout sur les réseaux pour permettre à tout le monde de savoir qu'il y a une telle activité qui s'apprête et si quelqu'un est disponible, il peut venir suivre. Voilà, donc beaucoup de femmes se sont rapprochées de nous. Nous avons créé des forats où nous essayons d'échanger. Il y a certaines qui ont accepté. C'est vrai, au Bénin, tout le monde n'a pas encore cette culture d'avoir le courage de s'extérioriser, d'avoir le courage de montrer à visage découvert ce qu'ils vivent. Mais bon, il y a certaines, elles ont commencé par le faire. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai Oui, mais Madame Innocence Seladabé, mais quel mal y a-t-il à le dire? Ce n'est pas une maladie de la honte, les douleurs de femmes, tout ça. Pourquoi vous pensez que, ou comment expliquez-vous le fait que les gens se donnent des limites pour en parler? Il y a un regard qui est porté sur vous, en fait. Je suis passée par là. C'est pour ça que je dis, je comprends ces femmes-là qui n'ont pas envie de parler. Il ne faut pas leur mettre la pression, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Vous voulez dire quelle stigmatisation? Voilà, il faut laisser le temps faire son œuvre. Parce que, je ne sais pas, donc là, tu t'imagines, tu as mal au quotidien, tu souffres, tu vas à l'hôpital, ou bien même à la maison, au sein de ta famille, ceux qui doivent t'accompagner, tu dis j'ai mal, et on dit bon, elle a encore repris, elle est tout le temps malade. C'est des mots qui font mal, c'est des mots qui choquent. Et à chaque fois que vous entendez tout cela, vous n'avez pas envie, même quand vous êtes en train de souffrir et vous voyez même l'entrée de la mort, vous n'avez pas envie de dire à qui que ce soit que vous souffrez. Vous préférez garder tout ce que vous vivez là. Et même pendant 10 ans, c'est quand même beaucoup. Il m'a fallu tout ce temps pour pouvoir m'extérioriser, montrer à la face du monde qu'il y a une telle maladie. C'est vrai, en Europe, il y a eu plus de communication, c'est vite passé. Mais au Bénin, pour le moment, je dirais, l'ONG Endo Espoir est la seule ONG pour le moment. Peut-être il y aura d'autres structures qui vont venir. Ce serait une très bonne chose parce qu'ensemble, nous allons travailler. Mais l'ONG Endo Espoir est la seule pour le moment qui se donne à cet exercice-là. Alors, dès que vous vous êtes exprimé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti que les gens vous ont pris en pitié ou bien est-ce que vous-même vous êtes senti soulagé d'avoir parlé? Tout d'abord, moi, je me suis sentie soulagée. Pour moi, c'était un lourd fardeau que je venais de déposer. Je me rappelle le jour du lancement, mon discours, je disais face à cette maladie, c'est l'espoir qui fait vivre. L'espoir tout court. Et beaucoup... À la fin, beaucoup me prenaient en pitié. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de la pitié de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de la pitié. La seule chose que je souhaiterais, c'est que de m'aider à mener le combat pour que beaucoup de femmes sortent de l'ignorance, pour qu'on puisse sauver des vies. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette maladie peut empêcher la femme de concevoir. Nous sommes en Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle est logée dans les ovaires. Voilà. Ça, ouais. Parce que cette maladie trouve sa force dans les ovaires. Il s'agit en fait du reflux des règles. Il y a un retour par rapport à la menstruation de la femme et ça se retrouve un peu partout dans les cavités. Et l'endométriose, ce n'est pas une maladie qui touche simplement l'ovaire, ça peut toucher n'importe quel organe du corps. Il y a certaines, elles sont obligées de se faire ôter. J'ai entendu une qui me dit, je vais me faire enlever l'utérus. Et je lui ai dit, même si tu te fais ôter l'utérus, tu ne règles pas le problème. Parce que la maladie, elle nourrit par les ovaires. Et à chaque fois que la femme, elle a ses menstrues, les ovaires, il y a des hormones qui sont libérées et tout ça augmente l'élévation de cette maladie-là. Un jour, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous n'essayez pas la pharmacopée? Je dis, vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai essayé dans ma vie, dans ma toute petite vie. Vous n'avez pas idée. Et je dis ceci pour faire comprendre aux gens. La pharmacopée, certes, ça va peut-être vous aider à avoir un soulagement un moment. Parce que lorsque vous plantez un arbre, le jour où vous décidez de couper cet arbre-là, vous le coupez simplement à la surface de la terre. Oui, mais les racines sont toujours là. Quand la pluie va commencer par tomber, quand tout ce qu'il faut, comme comment on dit, substances, seront présents et vont permettre à cet arbre que vous avez coupé de grandir à nouveau, mais l'arbre va grandir avec beaucoup plus de force et peut-être avec beaucoup plus de bons fruits.
Mais comment est-ce que vous expliquez cela? Donc, c'est que la racine est toujours là. La racine qui a permis à l'arbre de reprendre vie. C'est pour ça qu'on dit, si vous voulez finir avec cette maladie-là, faites-vous ôter les ovaires. Donc la racine, ce sont les ovaires. Ce sont les ovaires, parce que ce sont les ovaires qui permettent à la maladie d'avoir la force qu'il faut. Mais on vous dit de vous faire ôter les ovaires. Mais il y a une femme ou à une jeune fille de 25 ans qui souffre de l'endométriose de se faire ôter les ovaires. Mais si c'est ça la solution. Comment est-ce qu'elle peut concevoir? Nous sommes en Afrique. Comment est-ce qu'elle peut concevoir? La femme africaine n'a pas cette mentalité de la femme européenne. Ouais. La femme européenne, elle peut décider, elle rentre à la maison, elle voit son chiot, mais elle est à l'aise. Mais nous n'avons pas été éduqués comme cela. Il faut vraiment du courage, il faut de la force pour pouvoir prendre une décision. Donc la solution définitive pour lutter contre l'endométriose, c'est de se faire ôter les ovaires. C'est vrai, beaucoup n'arrivent pas à le dire, mais je crois que ce n'est plus le moment de cacher, de mettre du tabou sur cette maladie-là. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent pour permettre à chaque femme de savoir en réalité dans quel sillage elle est. C'est vrai, on peut mettre les ovaires au repos. Mais ce traitement-là, je me pose bien la question de savoir si toutes les femmes ont la possibilité de s'offrir cette injection-là. Une injection, une petite ampoule qui est à plus de 100 000 francs. Et il faut le faire à une certaine période. Combien gagnent 100 000 francs par mois? Donc, je suppose si tu as... Il faut le faire à quelle fréquence, cette injection? Ça dépend de ce que le médecin demande. Moi, j'ai eu à faire ça. Et je me rappelle plus trop, soit c'est 20 ou 28 jours. Ça dépend. Et il faut chaque fois renouveler 100 000, 115 000. Plus de 100 000. Je me rappelle, c'est au camp Guézo, je prenais ce produit-là. C'est une maladie de riche. Je ne pouvais pas dire que c'est une maladie de riche. C'est une maladie de riche? Non, pas du tout. Parce que si vous devez injecter 100 et quelques mille tous les 20 jours, pendant combien d'années? C'est au médecin de dire pendant combien de temps il faudra faire l'injection. 3 mois, 6 mois, renouvelable, c'est au médecin de le dire. À 100 000 tous les 20 jours? Plus de 100 000. Tous les 20 jours? Ça dépend. 6 mois, 3 mois? Ça dépend de l'organisme de chacun. J'étais en train de dire que c'est une maladie de riche. Ce n'est pas une maladie de riche. D'accord avec toi, mais voilà, une preuve qu'il faut avoir les moyens. C'est vrai, c'est une maladie qui vous fait énormément dépenser. Si vous ne savez pas faire tout ce que vous avez comme économie, ben, ça passe, ça rentre dedans. Voilà. Alors, il y a quelques statistiques qui disent aussi que la plupart des jeunes filles qui souffrent de l'endométriose finissent par mourir d'accidents cardiovasculaires. C'est vrai? Oui, j'ai suivi récemment avec des associations avec qui je travaille à l'extérieur, où beaucoup de jeunes femmes sont parties à cause de cet accident-là, c'est-à-dire l'AVC. Et franchement, ça fait peur de jour en jour. Mais comment on peut expliquer ça? Quel rapport avec l'accident? Je ne pourrais pas certifier que c'est vrai, que c'est spécifique, tout ce qui se dit. Mais quand on fait une analyse profonde, c'est une maladie, comme il n'y a pas encore un traitement spécifique, il faut prendre, c'est-à-dire un certain nombre de produits pour avoir de soulagement. Et la douleur varie selon chaque femme. Par exemple, moi, où je suis, quand la douleur commence, habituellement quand on va à l'hôpital, les médecins nous posent la question de savoir la douleur sur 10, c'est combien. Moi, j'arrive à supporter jusqu'à 8, 9. Quand je ne me retrouve pas encore dans ce sillage, je ne dis pas que j'ai mal. Du coup, ceux qui sont autour de moi, ils le savent, même mon médecin traitant, il le sait. Quand Innocencia arrive à dire qu'elle a mal, c'est qu'elle est déjà à un stade très élevé de la douleur. Donc, vous imaginez, je supporte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfois jusqu'à 9 avant de dire que j'ai mal. Tout le monde n'a pas la capacité de supporter. Moi, j'ai appris à vivre avec. Parce que je me suis dit, cette maladie ne va pas être un handicap pour moi, pour que je ne puisse pas accomplir, pour que je ne puisse pas vivre comme il le faut. C'est vrai, parfois, je suis obligée de mettre un point de stop, parce que je ne pourrais pas, à plein temps, faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais quand je suis malade, vous n'allez pas le croire, tout juste ce matin, j'ai enlevé un caqueté. Il n'y a pas ce mois-là où je n'ai pas de caqueté, pour ne pas dire cette semaine-là, où je n'ai pas de caqueté, juste pour me faire administrer les produits. Il y a chaque palier de produits qu'il faut administrer, c'est-à-dire que ce soit du Trabat,
du Spasfon, du Acupan. Et tous ces produits-là, nous savons tous que il y a quand même une partie de drogue dedans. Oui. Et la drogue est déconseillée pour la santé humaine. Donc, il y a certaines qui en abusent. Tu prends autant de cachets, autant de, comment on dit, d'injections pour pouvoir soulager la douleur. C'est pas volontaire. Voilà, la douleur que tu ressens. Si moi, je ne veux pas, par exemple, prendre d'injections et que je veux prendre des cachets, et c'est du tramadol, par exemple, je dois prendre 2. Or, il est déconseillé de prendre 2 tramadol simultanément. Mais moi, je le prends. Tout juste pour pouvoir calmer ce que je ressens. Parce que je sais que c'est ce qui peut calmer ma douleur. Tu me donnes 2 comprimés de Spasfon là, mais c'est du bonbon que tu m'as donné. Ça ne fait rien, en fait. Ça ne fait rien, en fait. Mais certaines, elles vont prendre un seul Spasfon et elle aura soulagement. Ça dépend, en fait, de chaque degré concernant la femme. D'accord. Alors, nous allons revenir maintenant à votre ONG que vous avez créée il y a quelques mois seulement. Quelles sont les activités, à part les sensibilisations dont vous avez parlé il y a quelques minutes? Qu'est-ce que vous avez prévu faire dans votre ONG? Dans notre ONG, nous avons prévu surtout accompagner les femmes. Ce n'est pas seulement sensibiliser. C'est vrai, la sensibilisation est la première étape, oui. Même si ça va prendre, comment on dit, un bon temps. Parce qu'on ne finit jamais de sensibiliser par rapport à une maladie, mais surtout accompagner les femmes. Et quand je parle d'accompagnement, c'est leur permettre d'avoir une orientation, c'est-à-dire envoyer ces femmes vers les spécialistes qui savent de quoi il est question. Tout le monde ne sait pas de quoi il est question. Il y a certains médecins, d'abord pour faire l'échographie de cette maladie-là, il y a certains qui arrivent à le détecter par l'écho pelvienne, tout comme d'autres, c'est l'IRM. Ouais. Maintenant, quand je prends l'exemple de l'écho pelvienne, quelqu'un qui ne maîtrise pas la maladie, qui ne sait pas de quoi il est question, lorsqu'il vous fout le matériel à l'intérieur, mais vous sautez, parce que ça fait hyper mal, vous avez déjà mal. Et un corps étranger qui entre en vous, c'est la catastrophe. Ça fait hyper mal. Donc, c'est important d'avoir un spécialiste. Est-ce que les spécialistes, il y en a dans le pays? Oui, nous en avons. Beaucoup ou juste 1 ou 2? Bon, je ne dirais pas beaucoup, je ne dirais pas non plus que c'est peu. Mais nous en avons. Les gens qui maîtrisent vraiment de quoi il est question. Et qui sont disponibles. Et qui travaillent d'ailleurs avec nous, qui nous accompagnent par rapport à nos activités et tout ce que nous décidons de faire. Donc voilà, accompagner les femmes. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour organiser une séance de dépistage. Et pour cette séance de dépistage, l'ONG compte mettre un accent particulier sur les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Sur les femmes qui souffrent de règles douloureuses, nous allons appeler ces femmes-là. C'est vrai, nous avons déjà une liste de pas mal de femmes. Là où nous allons pour faire les sensibilisations, nous essayons de faire un recensement. Et là, nous restons en contact avec ces femmes-là. Nous allons leur faire appel au moment venu. Et nous allons leur dire comment ça va se passer. Dans l'anonymat, bien sûr, personne ne sera exposé. Et ça se fera aussi avec l'accompagnement du gouvernement. Parce que question de santé, tout le monde ne sait pas bien d'exposer la santé de l'autre. Oui. Donc, il y aura vraiment un encadrement. Elles auront des carnets de suivi. Là, ça va leur permettre, n'importe où elles iront, d'autant plus qu'elle a son carnet sur elle, on peut déjà avoir une idée de savoir à quel degré elle se retrouve par rapport à la maladie. Ce qu'on a l'habitude de lui faire comme en traitement, s'il n'y a pas ce traitement-là, on peut quand même trouver quelque chose de similaire pour pouvoir soulager cette femme-là si elle se retrouvait en pleine crise. Voilà. Et à long terme, on aura un centre. Ça, j'y tiens fortement. Un centre de quoi? Un centre de lutte contre l'endométriose où il y aura un peu de tout, que ce soit les médecins, le service d'écoute. Dans ce cas, Mme Aladabé, pourquoi avec les autorités politico-administratives, vous n'envisagez pas un programme national de lutte contre l'endométriose comme il y en a dans d'autres domaines? J'allais en venir. Il faut d'abord élaborer un plan stratégique. Il faut il faut d'abord faire quelque chose que vous allez apporter aux autorités pour leur montrer, c'est ce que nous avons pu faire. Nous avons besoin de votre accompagnement. Il y aura des amendements. Et bientôt, le Bénin aussi aura son plan stratégique de lutte contre l'endométriose. Et avec l'accompagnement des autorités de notre pays, nous allons y arriver. Et ça va être mis en place pour permettre aux femmes de savoir que
désormais au Bénin, il y a une prise en charge, parce que c'est important la prise en charge. Tout le monde n'a pas la capacité de subvenir sur fonds propres à ces dépenses-là. Ce n'est pas possible. Mais avec quels moyens voulez-vous prendre en charge les femmes? Si par exemple, après votre sensibilisation et tout le reste, vous avez plusieurs centaines de femmes qui souffrent de l'endométriose et qui se confient à vous, où trouvez-vous les moyens pour pouvoir les prendre en charge? C'est vrai, présentement, pour le moment, avec les activités que nous faisons, beaucoup me posent la question, où est-ce que tu trouves l'argent pour pouvoir organiser ces événements-là? Il y a beaucoup de personnes qui nous accompagnent dans l'ombre, des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Lorsqu'ils sont informés qu'il y a des activités ou des séances de sensibilisation, ah, Innocentia, qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner? Innocentia, est-ce que je peux imprimer, par exemple, les badges pour t'accompagner? Tout ça, c'est de petites contributions qui m'aident quand même à remonter la pente. Et bon, je ne suis pas seule dans ce combat. Nous allons demander à beaucoup de personnes de nous accompagner, des partenariats pour pouvoir vraiment rendre ce que nous voulons faire concret et pour permettre aux femmes de se sentir à l'aise. Et pour ça, nous allons demander à tous ceux qui ont envie de nous accompagner, c'est-à-dire les partenaires, de ne pas hésiter. Nous sommes ouverts et nous allons trouver le moyen d'y arriver. Oui, mais vous avez reconnu tout à l'heure que le traitement est cher. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent à investir pour traiter l'endométriose. Une femme qui vient vers vous, qui se fait dépister et qui souffre de ça, vous n'allez pas la laisser repartir à la maison et s'occuper elle-même de son mal alors que vous êtes là. Bon, je ne peux pas. Au-delà des impressions de documents et tout ça, il faut mettre de l'argent. Oui, il faut mettre de l'argent. Au sein de notre ONG, nous avons, tous ceux qui sont au sein de l'ONG font une souscription. Font une souscription chaque mois. Ça suffira? Bon, ça ne suffira pas, mais pour le moment, on essaie d'aider ceux qui sont vraiment, vraiment dans le besoin. C'est vrai, ce n'est pas que tout le monde n'est pas dans le besoin, mais il y a certains qui sont plus dans le besoin à l'instant T. Nous n'avons pas la capacité, je l'avais dit le jour du lancement, nous n'avons pas la capacité de prendre toutes les femmes en charge aujourd'hui. Ouais. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'orienter ces femmes-là, leur apporter un temps soit peu, un peu d'accompagnement si nous pouvons. Je suppose une femme qui veut aller par exemple en consultation, on dit la consultation est à 15 000 francs. Si elle arrive à trouver la moitié et que nous, on l'aide aussi en trouvant la moitié, je crois que c'est déjà quelque chose. Mais bon, si elle va et on dit qu'il n'y a pas l'endométriose, ben, elle est sauvée. Parce que mis à part l'endométriose, il y a l'adénomyose, qui est le second de l'endométriose. Ça, c'est encore quoi ça? Nous allons en parler. D'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle que de l'endométriose. Je ne souhaiterais même pas que on alarme les téléspectateurs qui nous regardent. Mais ce qui est important, c'est de savoir exactement comment faire si on a envie de vous aider. Tout à l'heure, vous avez lancé un appel pour tous ceux qui souhaiteraient, n'est-ce pas, apporter une contribution à votre lutte. Qu'est-ce qu'ils font si il y a des gens qui veulent le faire? Ben, pour apporter son appui à l'ONG, c'est simple. Nous avons nos numéros que nous avons laissés. Je ne vais pas... Allez donc dans les idées. Nous permettons de le dire. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Parce que ça va être nous, notre façon également de participer à la lutte contre Merci beaucoup. Oui. Bien, il y a deux numéros. Il y a le 96, le 92, 37, 53 et il y a le 65, 51, 06, 64. Mis à part cela, ils peuvent laisser des courriers, c'est-à-dire dans nos boîtes mail, que nous avons beaucoup le savent déjà et tout. Voilà, l'autre chose que beaucoup ne savent pas encore, nous avons désormais un siège. Nous avons un siège, on n'avait pas de siège. Quand je dis un siège, nous avons désormais un local où on peut se réunir, travailler, recevoir les femmes, écouter ce qu'elles ont à dire, leur donner d'orientation, et c'est à quoi. Et bientôt, nous allons permettre à la population de découvrir où nous sommes. D'accord. Alors, Madame Innocentia, quelles sont vos zones d'intervention? Parce que les femmes sont éparpillées un peu partout. J'espère que vous n'êtes pas concentrés quelque part. Est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles vous intervenez régulièrement? Ben, je suis partout, je dirais. Je suis partout parce que la dernière fois, on était au nord. Nous avons fait une grande tournée au nord. Nous sommes allés dans les hameaux les plus lointains. Vous avez fait des dépistages? Nous n'avons pas fait de dépistage, mais comme je le disais tantôt, il faut une organisation pour ça. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire que nous voulons faire de dépistage. Il faut une organisation pour ça. Lorsque nous allons organiser les séances de dépistage, nous irons encore au nord pour permettre à ces femmes-là qui ont participé surtout
à nos séances et qui ont laissé leur contact d'avoir la chance de se faire dépister. Donc, nous sommes un peu partout dans le Bénin, Porto-Novo, Cotonou. C'est vrai, on a plus travaillé à Cotonou quand on a commencé, mais bon, on va aussi dans d'autres zones et il y a aussi d'autres demandes qui sont en attente et nous allons nous rendre dans ces localités-là pour permettre aux femmes de bénéficier de nos services. Alors, c'est vrai qu'aucune œuvre ne se fait sans difficulté. Vous avez créé votre ONG officiellement depuis 6 mois maintenant. Dites-nous concrètement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de votre plan d'action? Est-ce que les gens vous facilitent la vie? Oh, ce n'est pas facile. Je me rappelle quand on a commencé avec les séances de sensibilisation, j'entendais dire un peu partout, Edanchidi. Bon, je me permets de le dire, Edanchidi. Ça va s'éteindre là. C'est pour un moment. Mais ils n'ont aucune idée de la détermination qu'il y a derrière ça. Ils n'ont aucune idée de la détermination. Et ceux qui sont au sein de cette ONG, c'est des personnes qui ont accepté dès le début, spontanément, de se joindre à nous pour la lutte. Et chacun de son côté essaye d'apporter ce qu'il peut pour permettre à l'ONG d'aller de l'avant, d'impacter les femmes n'importe où elles se retrouvent. Les difficultés n'en manquent pas. C'est vrai, nous n'avons pas encore les moyens qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure. S'il y a des dons, l'ONG est là pour accepter, parce que ça va permettre à d'autres femmes de bénéficier de tout cela. Ça va permettre à d'autres femmes de bénéficier de tout cela. Pour aller sur le terrain, c'est pas facile. C'est un peu comme un reportage. Vous savez tout ce qu'il y a comme tracasserie lorsqu'il y a un reportage à faire. Il faut chercher des personnes. Parfois, il y a certains, ils ont peur en fait de nous donner le OK pour pouvoir sensibiliser, même dans des établissements. Il y a des directeurs d'établissements, des directrices qui refusent. Vous demandez à certaines personnes juste de trouver un créneau pour venir assister à vos activités, mais on vous dit qu'il n'y a pas le temps. Parfois, même vous envoyez des courriers, on ne vous répond pas. Je ne dirais pas que c'est la première fois, que c'est seulement Ando Espoir qui vit ça. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont confrontées à ça. Mais je crois que si on peut essayer vraiment de prendre ça au sérieux, on ne dit pas à plein temps, lorsque l'ONG Ando Espoir a activité, d'être là tout le temps, non. Mais une fois en passant, de faire quand même un petit clin d'œil pour permettre à cette association-là de savoir qu'elle n'est pas seule. Je suis sûre que autant que nous sommes, chacun peut apporter quelque chose, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Je dis, l'endométriose ne concerne pas uniquement la femme. C'est un problème de société. Vous allez nous ôter d'un doute, Madame Innocentia Aladabé, quand on parle souvent de cancer du sein, par exemple, on nous dit que les hommes souffrent du cancer du sein. J'espère que les hommes ne souffrent pas d'endométriose. C'est tellement difficile de prononcer ce nom. Le mot chinois. J'espère que les hommes n'en souffrent pas. Non, les hommes ne souffrent pas de l'endométriose. Bon, ok, vous nous... Si un homme doit souffrir de l'endométriose... tous mes collègues qui captent cette émission. Si un homme doit souffrir de l'endométriose, c'est qu'il a les menstrues chaque fin du mois. D'accord, c'est lié forcément aux ovaires et aux menstrues. D'accord. Ok, quelque chose qui nous redonne le sourire sur l'émission. Alors, parlons justement des hommes. On a commencé à en parler, on va aller dans les détails. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour soutenir les femmes? Il ne s'agit pas simplement de les soutenir sur le plan moral, mais après, la présence des hommes aux côtés des femmes dans la lutte contre l'endométriose. Je parlerai plus de l'écoute. L'écoute? De l'écoute. Parce que lorsque vous avez un problème et que vous avez quelqu'un à côté sur qui vous pouvez poser votre tête, quand vous avez envie de pleurer, c'est déjà un soulagement. Je crois que c'est ce travail-là que les psys font. Et si l'entourage arrive à faire ce travail, on n'ira pas nécessairement vers le psy. Le psy, c'est un professionnel, il sait comment le faire. Mais quand l'entourage où se trouvent ces femmes-là, elles se sentent épaulées, accompagnées, elles ne ressentent pas seules le poids de toute cette douleur, de tout ce qu'elles vivent au quotidien. Et qu'il y a cet homme-là à côté, qui l'accompagne, qui l'accepte telle qu'elle est, qui ne lui lance pas, par exemple, des injures comme tu es là, tu ne peux pas faire d'enfant, sachant très bien ce qu'elle vit. Ça soulage. C'est beaucoup de choses. Vous pensez qu'il y a des hommes qui vont jusqu'à cette extrémité? Il y en a. Vous avez reçu des témoignages Il y en a. dans ce sens? Oui, mais c'est aussi difficile pour l'homme d'avoir à côté de
de lui une femme qui souffre de l'endométriose, une femme qui l'oblige à investir dans son traitement alors qu'il est jeune célibataire, qui n'a pas réalisé sa vie. C'est vrai, ce n'est pas faux. Je me rappelle quand on a fait la sortie officielle de l'ONG, j'entendais en griffant, on me disait, mais qui va souffrir tous les jours, chercher son argent et se retrouver tout le temps à l'hôpital. Oui, là, déjà, c'est que le monsieur il dit, moi, je ne peux pas mettre pied dans ça, en fait. Oui, mais c'est vrai, non? C'est son choix. C'est pour ça que je parle d'écoute, d'accompagnement. Et ce n'est pas seulement écouter. Si toi, donc là où tu es là maintenant, par exemple, dans ton service, il y a une fille qui est là, qui se plaint tout le temps de douleur. Ben, toi, tu as déjà entendu parler de l'endométriose. Ou bien, par exemple, elle vient vers toi et dit qu'elle a besoin peut-être d'aide pour aller en consultation et autres. Mais si tu ne vas pas hésiter à mettre la main à la poche pour dire, bon, va en consultation pour voir ce qui t'arrive. Ou tiens, achète-toi ton injection et au moins ce jour-là, tu as permis à cette fille-là de retrouver le sourire et elle te sera reconnaissante. Parce que peut-être ce jour-là, si tu ne lui avais pas apporté l'aide qu'il fallait, bon, peut-être elle allait se taire ce jour-là à cause de la douleur. Oui. On ne s'habitue pas à la douleur, on apprend à vivre avec. Même avec ça, un jour, cette douleur-là que tu arrives à surmonter au quotidien, ça peut te conduire ailleurs avec d'autres complications. Voilà. D'accord. Mais est-ce que l'endométriose est une maladie héréditaire? Je me rappelle, j'ai posé la même question au professeur Justin Lewis-Lenancourt, à qui je fais un coucou au passage, et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous accompagner. Et il me disait que c'est possible. Il ne m'a pas affirmé ça, mais il me disait que c'est possible. Avec les recherches, on dit que ça peut être une maladie transmise de mère en fille. Mais quand j'analyse et j'essaie de voir un peu d'où est-ce que c'est parti, c'est-à-dire cette confirmation-là, nos mamans ont l'habitude de dire aux filles qui ont les règles douloureuses, quand tu auras un enfant, ça va passer. Quand tu auras un enfant, ça va passer. Parce qu'elles-mêmes, elles sont passées par là et on leur a dit, lorsque tu es femme et tu as les règles douloureuses, quand tu fais un enfant, ça diminue. Quand tu fais 2 enfants, ça diminue. Au fur et à mesure que tu passes à la maternité, en fait, que tu ne ressens plus les douleurs. Donc, parce que ça diminue, c'est qu'il y a un temps de transmission. Bon, c'est l'analyse que moi, j'essaie de... diminue la douleur. En tout cas, c'est l'analyse que... Mais je dis que c'est un faux problème. Il y a des femmes qui ont déjà d'enfants et qui souffrent d'endométriose. Eh oui. Peut-être que ça a diminué. Même pas. Il y a des femmes, elles souffrent, elles ont déjà d'enfants, elles ont 2, 3, 4 enfants et elles souffrent d'endométriose. Ces femmes-là, elles ont déjà la chance d'avoir des enfants. Donc, je pense que ça ne va pas être trop compliqué pour ces femmes-là de prendre la solution radicale, c'est-à-dire de décider d'aller vers la solution radicale. Enlever les ovaires. Mais au même moment, ça fait un tic. Décider toi-même d'aller en salle d'opération et de te faire ôter si tu as déjà 2, 3, 4 enfants, ôter cela, peut-être que c'est un soulagement aussi. Mais c'est vrai, on dit qu'avoir d'enfants n'est pas la fin du monde et tout. Et je crois qu'il faut, sur ce côté, il faut aller petitement parce que c'est une corde sensible. La jeune fille qui n'a pas encore connu la joie de la maternité, à un moment donné, le désir se fait ressentir. Il n'y a rien à faire. La femme, Dieu l'a créée comme ça. Le désir se fait ressentir. Et juste parce qu'elle est malade, elle se retrouve dans un pétrin, décider en même temps de se faire ôter les ovaires. C'est un peu compliqué. C'est petitement. Un jouet même peut décider de le faire. Un jouet peut décider. Mais je crois que c'est important de l'accompagner dans son processus elle-même. Si elle décide, la plupart des femmes qui ont l'endométriose, là, quand elles vont en consultation, on leur dit, madame, vous devez penser à avoir un enfant. Peu importe ton âge. Ah, madame, vous avez un homme dans votre vie, vous êtes mariée. C'est la première question qu'on pose. Pensez à faire un enfant. Pourquoi? Parce que bon, on sait que ça, c'est une cause par rapport à l'infertilité. Oui. C'est compliqué après d'avoir des enfants. Je ne dis pas qu'avoir l'endométriose, on ne peut pas avoir d'enfants, mais c'est vraiment un chemin de combattant. Ah ouais. D'accord, mais vous avez dit tout à l'heure que des femmes qui ont déjà 2, 3, 4 enfants souffrent d'endométriose. Oui, il y a des femmes qui ont déjà connu la joie de la maternité et qui souffrent d'endométriose. Et dans le même temps, il y a certaines femmes qui sont déjà ménopausées. C'est justement de cela que je voulais parler.
Souffre-t-on d'endométriose même En pleine ménopause, c'est possible. Finalement, il n'y a pas d'âge pour Il n'y a cette pas maladie. d'âge pour cette maladie-là. C'est vrai, on dit lorsque vous êtes à la ménopause, c'est fini. Mais c'est possible. Et comment ça se manifeste toujours de la même façon? Les symptômes ne changent pas. Mais juste que c'est lié aussi à d'autres maladies. On peut se retrouver du côté cardiologie, insuffisance rénale, patati patata. Et là, vous voyez les moments courir dans tous les sens. Le professeur, ben, il en a parlé, il en a parlé. Et il dit qu'il reçoit des moments, des interventions. Ben, c'est pas beau à voir. On est obligé de faire des interventions pour sauver ces moments-là. Et vous voyez des lésions d'endométriose. On vous dit que ben, lorsque vous êtes à la ménopause, c'est fini. Je donne raison en fait à celle qui a dit lorsque vous souffrez de l'endométriose, c'est à vie. Je lui donne raison. Il faut juste apprendre à vivre avec, accepter, évoluer. Donc, en fait, si on vous suit, l'endométriose, vous pouvez en souffrir à vie. Il n'y a pas un traitement curatif, à part ôter les ovaires. Jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement spécifique pour l'endométriose, à ce que je sache. Même dans la médecine traditionnelle, est-ce qu'il y a des possibilités de traitement avec nos plantes? Je l'avais dit tout à l'heure, l'endométriose, la pharmacopée peut essayer de vous apporter un soulagement pendant un moment. C'est-à-dire, le monsieur, il va vous faire son produit, vous allez utiliser, vous aurez peut-être la chance en griffe de tomber enceinte. Ça va, pendant un bon moment, vous n'aurez plus de douleur, même si vous ne tombez pas enceinte. Mais après, la douleur va revenir. Parce que vous allez saigner. Et les hormones, ce qui donne de force à ces hormones-là, existent toujours. C'est pour ça que je parlais tantôt de racines. Lorsque vous décidez de couper un arbre et que vous coupez l'arbre à la surface, mais vous n'avez pas encore réglé le problème. Les racines sont toujours là. Lorsque la pluie va tomber et qu'il y aura les substances qu'il faut, l'arbre va repousser et aura plus de fruits. Et sera encore plus costaud que ce qu'il y avait auparavant, que ce que vous avez coupé en fait. C'est comme ça, moi j'essaie d'expliquer aux gens et je leur dis, essayez de voir. Quand c'est comme ça, est-ce que la pharmacopée a vraiment résolu le problème? Moi je suis passée par les produits. J'ai essayé les produits de la pharmacopée. Les tisanes et autres, les mamites, il faut prendre le matin, il faut, comment on dit, il y a un petit matériel qu'on utilise où il faut nettoyer le ventre. C'est tout un processus, c'est chiant, c'est fatigant. Mais tu es obligé de le faire parce que tu cherches satisfaction. Mais si tu le fais pendant longtemps, pendant un bon moment et que tu n'as pas de résultat, tu fais comment? Moi, en tout cas, pour le moment, la seule chose qui arrive, moi, à me soulager, ce sont les injections. Ce sont les injections. Peut-être la pharmacopée, les produits de la pharmacopée où on met un peu de soda biote là, vont soulager certaines personnes, c'est possible. Mais ça dépend. Ça dépend de l'organisme de chaque femme. D'accord. Alors, depuis le début de notre entretien, vous avez largement parlé des personnes qui vous soutiennent, donc des individus qui sont dans l'anonymat. Mais est-ce que, au niveau de la santé publique, au niveau de l'État, vous avez quand même un accompagnement pour vos activités? Aucun. Vous avez essayé? Si. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas eu de retour. Comment ça, vous n'avez pas eu de retour? Qu'est-ce que vous avez essayé? Nous avons envoyé des courriers, par exemple, même pour le lancement. On avait envoyé. Oui, on avait envoyé des courriers. Je me rappelle la directrice de cabinet, je crois. Elle était arrivée. Bon, à la fin, on a essayé d'échanger et tout. Après, on a envoyé un courrier par rapport, comment on dit, essayer de rencontrer le ministre, c'est-à-dire une audience. Rien. Bon, je ne dis pas nécessairement que peut-être qu'il n'a pas eu le temps, mais bon, on griffe. Ça ne vous décourage pas? Non, pas du tout. Nous sommes en attente. Vous êtes toujours en attente? Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, sur le plan de soutien officiel, jusqu'à présent, le ministère de la Santé n'a encore rien fait pour nous. Mais qu'attendez-vous du ministère de la Santé?
Ben, qu'ils s'impliquent, qu'ils nous accompagnent vraiment par rapport à cette lutte. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, l'élaboration de ce plan stratégique de lutte contre l'endométriose. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. Je ne veux pas citer tous ceux qui travaillent sur l'élaboration de ce plan-là, sur le plateau. Mais c'est pas un temps. Je pense que pour quelque chose d'aussi important, on a vu, il y a eu l'élaboration du plan stratégique de la lutte contre le paludisme dans ce pays. Beaucoup de personnes étaient impliquées dedans. Mais bon, on ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit. Peut-être que l'endométriose n'est pas encore une question de santé publique. Le temps le dira. Mais beaucoup de femmes souffrent en silence quand même. Et ont besoin d'aide, d'accompagnement. Nous avons appris également, Madame Aladagbe Innocentia, que quand on souffre de l'endométriose, il y a un régime adapté à cette maladie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se permettre de se nourrir comme on veut pour pouvoir tenir la douleur? Non. Celles qui souffrent d'endométriose, il y a des aliments qu'elles doivent éviter. Par exemple, la viande rouge. La viande rouge est déconseillée à toutes les femmes qui souffrent d'endométriose. Ouais, ça déconseille à tout le monde, la viande rouge. Voilà. Tous les diététiciens vous voilà, disent on déconseille la consommation de la viande rouge. Mais surtout, ces femmes qui souffrent d'endométriose, elles ne doivent pas consommer la viande rouge. Ce n'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour leur santé, en fait. Et mis à part ça, il ne doit pas avoir trop de consommation d'huile. Tout ce qui est gras, il faut revoir son alimentation, trop de sel. On conseille également comment on dit, d'éviter de manger à une certaine heure pour permettre à l'organisme de digérer. Parce que vous voyez, certaines femmes, elles ont le gros ventre. Vous pensez qu'elles sont enceintes, mais elles ne sont pas enceintes en fait. Elles sont malades. Ces femmes-là sont malades. Elle a le gros ventre. Tu la vois, tu crois que c'est une femme enceinte, mais elle n'est pas enceinte. L'endométriose peut être là. Comme les fistules. Tout comme le kyste, les fibromes, etc. Mais l'endométriose peut être là également. Et vous voyez ces femmes-là, lorsqu'on dit « Ah, tu es enceinte de combien de mois ?» Elles se sentent frustrées au fond d'elles. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle n'est pas enceinte. Parce qu'elle-même sait qu'elle n'est pas enceinte, elle sait qu'elle est juste malade. Voilà. Et à ces femmes-là, on conseille de consommer beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Naturellement, on conseille à l'homme de prendre beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Donc, elles doivent en consommer un peu plus régulièrement. C'est-à-dire, son alimentation de la journée, il doit avoir légumes, il doit avoir fruits. Boire beaucoup d'eau. Si elle a la possibilité de faire des activités sportives, elle le fait. Ça va permettre à son organisme de tenir et tout. Et moi, j'ai une astuce particulièrement que j'utilise, c'est-à-dire l'utilisation de la bouillotte. De la bouillotte. La bouillotte, je ne sais pas trop comment indiquer ça, mais ça se vend un peu dans certaines pharmacies, même dans les kiosques venus de France, là, où ils vendent tout ce qui vient de l'extérieur. Vous achetez ça, vous chauffez de l'eau, vous versez dedans. Si vous n'arrivez pas trop à supporter c'est-à-dire la douleur, ou vous positionnez ça sur votre ventre. C'est même conseillé à la femme lorsqu'elle a même ses menstrues et qu'elle a mal. Vous positionnez ça, mais ça soulage. C'est passager, toujours. Ça soulage, ça vous permet quand même de vous sentir mieux. Il y a certaines, on dit, de préparer des feuilles de menthe, de boire, que ça aide aussi et tout. Donc, voilà un peu. C'est important de revoir son alimentation, de retracer, je dirais, enfin, retracer toute sa vie, en sachant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller sur le net, de faire beaucoup de recherches. La femme qui va sur le net, par exemple, et elle tape qu'est-ce qu'il faut consommer quand on souffre d'endométriose, mais le net va tout lui sortir. Et elle pourra voir ce qu'elle peut prendre désormais, ce qu'elle ne faut, ce qu'elle n'a plus le droit de prendre. Voilà. Mais c'est important aussi d'aller tout le temps, d'aller régulièrement voir son gynécologue pour voir l'évolution de cette maladie-là. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Parce que c'est une maladie, il y a son évolution. Donc, ça évolue, en fait. Il y a son évolution. Donc, c'est important. L'évolution peut entraîner quoi? Bon, pas mal de choses. Hein. Ça peut entraîner, par exemple, on peut t'enlever. Il y a certaines femmes qui se retrouvent avec l'anus artificiel. Ah d'accord, ça va jusqu'à ce niveau. Oui, parce que ça touche n'importe quel organe du corps, en fait, même la vue. Je vais vous poser une question personnelle, Madame Aladagbe.
Votre partenaire, comment il supporte votre situation? Comment il supporte l'endométriose avec vous? C'est peut-être le moment de lui faire un coucou et de l'encourager à supporter. Je dis juste merci, c'est tout. À qui? Comme ça. Il arrive à supporter? En tout cas, merci, c'est tout. Ça ne lui arrive pas d'avoir envie de fuir? En tout cas, merci. C'est tout ce que vous dites? Tout, simplement. D'accord. Ben, vous n'allez pas refuser de faire un message à tous ces téléspectateurs, ces auditeurs qui vous écoutent. Là, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel conseil avez-vous à donner aux femmes? Quel message avez-vous à leur lancer? Votre caméra est là, allez-y seulement. À toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose, je dirais tout d'abord beaucoup de courage. Ce n'est pas facile. C'est une maladie qui vous arrache tout, c'est-à-dire la joie de vivre, le quotidien. Mais lorsqu'on arrive à accepter cette pathologie-là, lorsqu'on arrive à accepter qu'il y a un changement dans son corps, je crois qu'on essaie de redéfinir sa vie, de redéfinir ses objectifs, parce que cette maladie va vous empêcher nécessairement de faire certaines choses. Mais je ne dis pas qu'elle va vous empêcher d'atteindre vos objectifs, non. Mais seulement peut-être la vitesse à laquelle vous avez voulu y aller pour atteindre votre objectif, il y aura quand même un peu de, comment dirais-je, ce ne serait plus le même élan. Donc, beaucoup de courage à ces femmes-là. Nous allons y arriver ensemble. Nous avons commencé le combat. On ne va pas s'arrêter là. L'ONG Endo Espoir est là pour accompagner, écouter et leur permettre d'avoir le sourire au quotidien. Innocentia Ladagbe, je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Endo Espoir. Vous avez fini notre entretien avec un message d'espoir. J'espère simplement que ce message sera entendu et que vous aurez tous les accompagnements dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, notamment l'accompagnement de l'État, c'est important de le dire et de le marteler. Une fois n'est pas coutume, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, je le disais donc, une fois n'est pas coutume, nous avons parlé de questions de santé sur l'entretien du dimanche. Nous restons à votre entière disponibilité, ou plutôt à votre entière disposition, pour que tous ceux d'entre vous qui ont des choses à dire sur le plan politique, économique, social, culturel, sportif, santé, eh bien que ce plateau soit le vôtre pour que vous puissiez vraiment vous exprimer. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission, toujours avec le même plaisir. À dimanche prochain.